on sait, le SPS s'interroge depuis quelque temps sur la question de l'installation. Et en particulier de l'installation, évidemment, des nouveaux arrivants sur le marché. On voit que c'est toujours très compliqué pour les gens. Et sachez que désormais, dans les titres professionnels, pratiquement pour quasiment tous les titres professionnels, pour lesquels il y a maintenant des blocs de compétences obligatoires. Donc, un des blocs de compétences, c'est toujours l'installation, l'installation du professionnel et sa relation au client. C'est souvent comme ça que c'est constitué. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, une bonne chose, parce qu'on s'est aperçu, nous, avec le temps, que effectivement, il y avait beaucoup d'échecs, beaucoup de laissés pour compte au moment entre le moment où les gens ont le titre professionnel ou avaient le titre professionnel et puis leur installation. Oui, l'installation, c'est pas quelque chose de très simple. C'est pas facile, ça demande beaucoup de boulot et c'est dans ce cadre-là que on a demandé d'une part à l'institut de formation qui est accolé qui est partenaire du syndicat de prévoir une formation dans ce cadre-là. Et donc ce soir on a aussi le plaisir et l'avantage d'accueillir Ludivine, qui est justement un excellent modèle par rapport à ça. Donc, Ludivine se reconnecte là. D'accord. Elle a eu un problème de connexion, donc elle se reconnecte. Ah, ok. Et moi, je n'étais pas sûr qu'on m'entende parce que moi, je ne me vois plus bouger. On m'entend toujours, Mireille ? Oui, on t'entend. Bon, bien. Merci. Donc voilà, on attend Ludivine. Donc en attendant, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs, Mireille, l'intitulé de cet institut de formation, parce que moi j'oublie toujours quelque chose. L'Institut de formation Shiatsu et disciplines associées, l'IFSDA. Voilà. D'accord. Qui donc propose des formations, maintenant de plus en plus fréquentes. Il y a une formation à anatomie depuis très longtemps, qui est toujours évidemment en route. Et vous avez il y a eu une formation d'OI. Et puis Ludivine Dumontet, donc qui va, dès qu'elle sera reconnectée, que vous allez pouvoir voir, qui va proposer cette formation installation. Alors je suis pas sûr de l'intituler, mais elle va vous le rappeler, et qui sera évidemment fort utile, je pense, pour tout le monde, même d'ailleurs pour les gens qui sont déjà installés, parce que il y a des tas de choses qui sont importantes à savoir. Puisque Ludivine n'est toujours pas là, je voulais vous dire aussi quelque chose. J'en profite pour vous le dire. En fait, on a reçu il y a peu de temps, mais je pense que vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont adhérents sur une newsletter. On vous a parlé de la DGCCRF et des visites qu'ils ont effectuées dans un certain nombre de cabinets, d'abord en 2019, et puis ils ont recommencé en 2021, donc il y a un an, et ils ont publié un rapport. Alors, quand je parle des contrôles, là, c'est des contrôles qu'ils ont exercés sur des cabinets, eux, ils appellent ça de thérapie complémentaire, c'est eux qui appellent ça comme ça. Donc, ça concernait essentiellement des naturopathes, ça concernait des réflexologues, ça concernait des praticiens en Reiki, ça, à ma connaissance, pas concerné de gens du shiatsu, et ça s'est plutôt mal passé les deux fois, en fait, Première fois en 2019, puis la deuxième fois en 2021, ils en ont rajouté une couche. Et donc, on vous conseille vraiment d'être très, très, très vigilant sur tout ce qui est à fournir. Et on vous mettra d'ailleurs en ligne, sur le site, on mettra en ligne le dossier complet de la DGCCRF concernant les thérapies complémentaires. Vous allez voir tout ce qu'ils demandent. Et ça, vraiment, il faut que vous fassiez très attention. Je vous dis ça, d'autant que cette DGCCRF est bien décidée à multiplier les contrôles
dès l'année prochaine. Donc vraiment faites attention parce que là on a vu quand ils passent ils frappent sans problème, hein. Donc il y a eu pas mal sur les 800 visites qu'ils ont effectuées l'année dernière, il y a eu 600 amendes, une dizaine de signalements pour exercice illégal de la médecine. Donc voilà, donc faites très attention à ça. Nous, on n'arrête pas de le répéter, hein, mais vraiment, c'est pas là aujourd'hui. On n'est plus dans la rigolade, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Sur le site, il y a tous les documents, hein. Dans l'espace adhérent, il y a plein de documents qui précisent tout ce qui est toutes les procédures à suivre, hein, tous les documents à faire. Tout est précisé, hein, dans l'espace adhérent. Donc Ludivine est parmi nous, non? Oui, Ludivine est là. Ça va mieux. Elle est là. Bon, eh bien, voilà, on t'a présenté, là, enfin, j'ai essayé de te présenter tout à l'heure. Donc, on te passe la parole maintenant et merci beaucoup d'intervenir pour le SPS ce soir. Okay, merci. Et bonne soirée à tout le monde, alors. Merci. On va demander à chacun de couper sa vidéo, sa caméra. Et vos micros aussi, s'il vous plaît. Alors, comment je peux savoir si vous m'entendez bien? Si vraiment il y a un souci, je vous laisserai m'envoyer un petit… On t'entend bien, hein, on t'entend bien. Oui. Okay. Ok, parfait. Si vraiment il y a un souci, vous pouvez m'envoyer un petit message, hein, sur la bulle conversée. Je propose que les questions se fassent à l'issue de la présentation pour plus d'ergonomie. Donc, je vais vous faire une présentation de la formation qui est proposée via l'IFSDA et donc on a mis en place conjointement avec le SPS puisque ça répond à un fort besoin du réseau. Donc, la présentation va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Et puis après, on pourra donc passer aux questions. Alors, c'est parti. Je vous lance la présentation. Mireille, tu peux me dire si c'est OK? Ouais. C'est bon, oui. OK. Donc, la formation s'intitule « Développer votre activité, formation pour acquérir les bases d'une activité pérenne ». Donc, j'ai envie de dire, tout est dit dans l'intitulé de la formation. Les bases et pérennité. Donc, je vais commencer donc, par le sommaire. Donc, je vais me présenter un petit peu, que vous voyez mon parcours et pourquoi de cette formation. Ensuite, il y aura une présentation générale de la formation avec les objectifs, les tenants et les aboutissants. Après, on ira dans le détail de chaque partie. Et puis, 3 petites phrases pour conclure. Et puis après, nous pourrons passer aux questions. Alors, donc, voilà, je suis Ludivine Dumontet. Donc, je suis spécialiste en shiatsu depuis 2019, à temps plein et en micro-entreprise. Donc, je vous expliquerai pourquoi ça a son importance. Je suis dans le monde du shiatsu depuis 2008. J'ai aujourd'hui un chiffre d'affaires qui avoisine les 30 000 € annuels. Donc, ma formation de base, c'est un parcours universitaire et grande école, donc en gestion d'entreprise, notamment en contexte international et surtout ce qui est management. Donc, dans cette formation, il y a évidemment toute la partie gestion d'entreprise, marketing, communication, dont on va largement parler après. Comme ce sont des thématiques qui m'ont toujours beaucoup intéressée, j'ai en plus renforcé ma formation en web marketing et en blogging, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats dont je vous parlerai peut-être après s'il y a des questions là-dessus. J'ai donc une expérience d'à peu près 13 ans en entreprise sur la gestion de projet et puis à peu près 2 ans de formation conseil en marketing, justement, développement commercial et communication. Et donc maintenant, je fais absolument que du shiatsu.
Je continue de me former à la fois en shiatsu, en doin et puis sur tout ce qui est gestion d'entreprise justement. Et bien sûr, je fais de la veille stratégique puisque vous allez le voir, c'est très important si on veut durer dans le temps. Je vous mets ici le nom de mon blog, donc dans lequel vous pourrez retrouver beaucoup de choses structurelles dont je parle dans la formation, comment on construit un blog, que ce soit un blog ou un site internet, comment on le construit, qu'est-ce qui fait qu'il va être vu et qu'est-ce qui fait qu'il va nous ramener du monde. Donc, le blog s'appelle Bien-être par le shiatsu et le doin.com. Alors, la formation, donc à quoi elle sert? Vous avez ici une métaphore de ce à quoi sert cette formation. Donc, c'est-à-dire à ce que vous ayez une belle maison avec des fondations solides. On va dire un second œuvre aussi bien, hein, vos huisseries fonctionnent bien, votre porte de garage, tout ça, et dans laquelle vous pouvez évoluer librement. Hein, il n'y a pas de gros travaux à faire, tout fonctionne, ça roule. D'accord ? Bon, après, comme voilà, donc dans la vraie vie, hein, pour votre activité, c'est comme pour votre maison, il y a toujours des ajustements à faire. Hein, une canalisation qui casse, un carreau qui se casse, d'accord ? Donc, mais globalement, tout fonctionne très bien, tout roule, d'accord ? Il n'y a pas de grosse surprise. Donc, pour arriver à ça, nous, on va travailler dans cette formation la partie invisible, donc qui est les fondations, d'accord ? C'est vraiment très important, vous allez le comprendre tout au long de la présentation. Si vous n'avez pas de base solide, quelle que soit l'activité que vous allez développer ensuite, elle ne durera pas dans le temps. Et les statistiques le montrent, il y a un nombre très important d'entreprises qui, au bout de 3 ans, mettent la clé sous la porte parce que justement, elles n'ont pas suffisamment bien préparé les choses en amont. Donc, les objectifs de cette formation, donc d'abord la finalité, c'est la finalité, donc c'est l'installation ou le développement professionnel et pérenne, ça c'est vraiment un mot important, de l'entrepreneur en profession libérale non réglementée. D'accord ? Ce qui nous concerne, nous, dans le monde du shiatsu. Le but de cette formation, c'est donc de vous donner des bases pour créer et développer votre entreprise sur le long terme. L'objectif général, c'est de vous donner des outils concrets que vous mettez en place et que vous faites vivre tout au long de votre activité, donc dans votre quotidien. Alors, pourquoi ça ne veut pas avancer ? Alors, les objectifs pédagogiques, il y en a 2. Grosso modo, vous allez le voir, la formation se divise en 2 grosses parties qui, elles-mêmes, se divisent chacune en 3 parties. Donc, la première partie, c'est comprendre, ça c'est une première chose, et ensuite savoir utiliser les éléments de base au niveau juridique, fiscal, administratif, social et comptable qui sont nécessaires lors de la création de votre entreprise, plutôt de votre activité, vous allez voir pourquoi, et au développement justement de votre activité professionnelle. Le deuxième objectif pédagogique, c'est de comprendre et de savoir utiliser tous les éléments de communication et de marketing qui sont nécessaires au moment de votre installation et ensuite au développement de votre activité professionnelle. Donc, le plan de la formation, il y a 6 parties. Donc, la première partie concerne vraiment très spécifiquement les aspects juridiques et fiscaux de l'installation et du développement de l'activité. Donc, dans cette première partie, on balaye les principaux statuts juridiques que vous allez retrouver au moment de créer votre entreprise ou votre activité, vous allez voir pourquoi. Et la partie fiscale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous payez, qu'est-ce que vous allez devoir payer dans votre activité professionnelle. La deuxième partie va reprendre les parties administratives et sociales de votre installation et de votre développement d'activité. Donc, dans la partie administrative, on va voir tout ce qui est obligation de déclaration au moment de la création et ensuite tout au long de la vie de votre entreprise. Dans la partie sociale, on va évoquer tout ce qui est droit, protection sociale de la personne indépendante, du travailleur indépendant. Donc, quels sont nos droits, vous allez voir, mais aussi quels sont nos devoirs.
Dans la troisième partie, nous allons aborder les aspects plus économiques et plus comptables, donc un petit peu plus de chiffres qui concernent l'installation et le développement de votre activité. Donc, dans cette partie-là, on va évoquer toutes les aides d'État qui existent, donc principalement économiques, mais aussi d'accompagnement au développement de l'entreprise. Et les aspects comptables, donc quels sont on va dire, les outils minima à posséder et à développer pour suivre le quotidien de votre activité au niveau comptable. Donc ça, c'est pour la première partie, la première grosse partie. La deuxième grosse partie, donc là, on va parler plus marketing et communication. Donc la première partie, la première chose à faire, vous allez voir, c'est très important, c'est de bien définir et bien utiliser votre identité de marque. D'accord ? Donc l'identité de marque, c'est votre personnalité professionnelle. Donc on va détailler toute cette partie-là. La cinquième partie, donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, une fois qu'on a déterminé notre identité de marque, pardon, on va pouvoir la décliner sur des outils et des actions de communication donc, que l'on va mettre en place. Et la sixième partie découle un petit peu des deux autres, c'est que voilà, une fois qu'on a mis les choses en place, on va commencer à capter des clients. Et donc après, comment est-ce qu'on les fidélise pour que notre activité soit pérenne? Alors, la première chose très importante, c'est que quel que soit votre projet, donc de vous installer en tant que professionnel du shiatsu ou peut-être sur d'autres disciplines, toujours en profession libérale non réglementée, en tout cas, c'est fortement ce que je vous recommande parce que c'est aussi ce que vous diraient les personnes qui vous accompagnent dans les projets, dans le développement d'entreprise au niveau de l'État ou au niveau d'une CCI, par exemple, c'est de voir votre future activité comme un projet. Ça veut dire quoi un projet? Ça veut dire avec un objectif très clair. Donc là, vous avez le drapeau rouge. Alors, votre objectif, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est surtout les objectifs que vous vous fixez en fonction de votre situation personnelle et de là où vous avez envie d'arriver. D'accord? Donc, évidemment, l'objectif pour une personne ne sera pas adapté pour une autre. Dans mon cas, mon objectif à 5 ans, c'est de dépasser les 2 000 € de revenus nets. D'accord? Ça, c'est le mien. Donc après, chacun définit son objectif. Dans un projet, donc on a un objectif, mais on a également un timing que l'on détermine et un espace de jeu. En tout cas, comment est-ce dans quel territoire on va agir. Et donc, vous voyez ici, il y a une route qui est un petit peu sinueuse. Oui, parce qu'évidemment, il y a toujours des difficultés quand on monte son activité. Donc, c'est important de fonctionner avec un rétro-planning et avec différents jalons, différentes étapes que vous validez au fur et à mesure et vous vous dites, ça y est, super, ça c'est fait, je peux passer à la suivante. Et plus donc vous allez fonctionner comme ça, plus vous allez anticiper, et plus vous allez planifier, et donc moins vous allez avoir de mauvaises surprises. D'accord ? Donc, pour résumer, on définit son projet, c'est la première chose. Donc, on détermine un objectif, on l'encadre dans le temps et dans l'espace, et on pose des jalons. Donc, pour ce faire, on a un super outil qui s'appelle le business plan ou le plan d'affaires. Alors, vous verrez, il y a pas mal de termes anglais parce que dans le domaine économique et marketing, communication, on a beaucoup de termes. Donc, à chaque fois, ils sont traduits ici et dans la formation, pour ceux qui n'auraient pas du tout d'affinité avec l'anglais. Donc, business plan, plan d'affaires. Donc, à quoi ça sert? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le business plan sert à évaluer la faisabilité, parce que vous pouvez avoir un super projet, puis justement, quand vous montez ce business plan, vous réalisez que non, en fait, ce n'est pas du tout faisable. Et ça va également vous permettre d'évaluer la viabilité du projet. Donc, c'est pareil, ça peut être génial, mais ce n'est pas viable dans le temps. Donc, en fait, c'est sûr que ça demande du temps pour le faire, mais vous en gagnez au final, parce que précisément, ça vous permet de minimiser les écueils et les imprévus. Donc, pour faire un business plan assez rapide, ça c'est détaillé dans la formation. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est un brainstorming, donc un brassage d'idées. On lance des idées qu'on note sur la table comme ça en vrac sur en gros 5 parties qui sont déterminantes pour votre projet.
Donc, c'est déjà d'évaluer votre concept. Est-ce que c'est une idée originale? Est-ce qu'elle a déjà été utilisée par d'autres personnes? Est-ce que dans ce concept, cette activité que vous voulez développer, vous voulez travailler seul? Vous voulez plus tard vous développer avec d'autres personnes? Voilà, donc quelle est la nature de votre activité? Ensuite, à qui je m'adresse et comment? Donc, c'est-à-dire qui est ma cible et comment, du coup, je m'adresse à elle. Parce qu'évidemment, si vous souhaitez, je prends l'exemple en shiatsu, si vous avez une spécialisation sur la femme enceinte, mais que vous voulez quand même, je ne sais pas, toucher les personnes qui ont de l'arthrose, vous n'allez pas avoir la même communication et du coup, vous n'allez pas développer les mêmes outils envers ces personnes. Donc, c'est important de travailler ça en amont. Ensuite, votre territoire d'action. Ça, c'est aussi important de le définir parce que d'abord, vous ne pouvez pas abonder de partout. A priori, dans le shiatsu et dans d'autres disciplines comme les nôtres, ce n'est pas des choses qu'on fait à distance devant un ordinateur. Donc, voilà, vous allez devoir délimiter une zone géographique d'action. Savoir si vous voulez avoir un cabinet, faire aussi du domicile, faire des interventions ailleurs. Donc, tout ça, c'est des choses à réfléchir avant. La quatrième partie, ça va concerner votre tarification. Ça, c'est pareil, c'est très, très important d'avoir la bonne tarification dès le départ. Donc, il faut bien regarder ce qui se fait autour de vous. C'est important de bien avoir étudié le marché. Et enfin, donc, quel est mon financement? Donc, comment, c'est bien beau, j'ai une super idée, mais bon, voilà, j'ai peut-être pas l'argent tout de suite là pour la mettre en place. Donc, est-ce que j'ai droit à des aides? Est-ce que moi, j'ai des apports personnels? Est-ce qu'éventuellement, une banque peut me prêter de l'argent? Donc, voilà, plus vous allez être précis, plus vous allez être crédible auprès de vos financeurs, et donc, plus on va vous faire confiance, et plus vite vous pourrez mettre en place votre projet. Donc, pour résumer, c'est important de définir des objectifs dès le départ, des jalons pour y arriver et donc un rétroplanning. Alors, le détail des parties donc, que vous avez dans la formation. Donc, dans les aspects juridiques, on va détailler 6 possibilités de statut juridique. D'accord? Donc, l'entreprise individuelle, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SASU, donc Société anonyme, Société par action simplifiée unipersonnelle, le portage salarial, la coopérative et l'association. Donc là, c'est important que vous sachiez déjà ici, dans ces 6 exemples-là, l'entreprise individuelle, c'est ce qu'il y a de plus courant dans les professions libérales non réglementées. Vous devez entendre beaucoup parler le mot auto-entrepreneur. En fait, l'auto-entrepreneur, ce n'est pas un statut juridique, ce n'est pas un régime fiscal. C'est les personnes en entreprise individuelle sont des auto-entrepreneurs dans la mesure où elles sont toutes seules. Moi, par exemple, je suis en entreprise individuelle sous le régime microfiscal. Donc, l'entreprise individuelle nous concerne donc pratiquement tous. Ensuite, si vous voulez vous monter en société, donc là, vous avez de façon la plus courante le URL ou la SASU. Donc là, c'est important aussi de savoir qu'entre entreprise individuelle et société, il y a une grosse différence en termes de mise en place. C'est beaucoup plus lourd à mettre en place la création d'une société. L'avantage avec les modifications qu'il y a eu là, en février 2022 avec la nouvelle loi qui correspond au plan des indépendants, le statut d'entrepreneur individuel évolue et est beaucoup plus souple qu'avant. Donc, si par la suite, vous voulez vous créer en société, c'est possible. Moi, ma recommandation au départ, c'est d'aller au plus simple. Vous verrez, c'est d'être en entrepreneur individuel, il y a peu de risques. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous n'y perdrez pas grand-chose. Alors qu'en société, les investissements financiers, déjà, rien que ça, et administratifs, sont beaucoup plus conséquents. Donc là, quand sur ces 3 possibilités-là de statut juridique, vous êtes chef d'entreprise, d'accord? Donc, travailleur indépendant. Si vous êtes en portage salarial ou dans une coopération ou dans une association, là, vous vous rapprochez plus d'un statut salarié. Donc, il y a des avantages, des inconvénients dans chaque statut. Là, moi, dans la formation, je vous les présente. Ensuite, c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui correspond. Donc, dans la partie toujours, la première partie, deuxième volet, aspect juridique, aspect fiscaux. Donc, on va étudier les 3 régimes d'imposition en France.
Donc, comme je vous disais, pour les PLNR, le plus fréquent, c'est la micro-entreprise. Oui, la micro-entreprise. Ensuite, on a le régime réel, qui est le simplifié au normal, mais nous, on n'est pas concernés, mais je vous le présente quand même pour que vous sachiez ce qui existe. Et enfin, on a le régime de la déclaration contrôlée. Donc, en fait, ces régimes d'imposition-là sont faits en fonction de la catégorie de votre secteur d'activité, de votre catégorie de bénéfices, et ça a été classé comme ça. Donc, nous, en tant que PLNR, on est dans les bénéfices non commerciaux. Donc, on peut soit être au statut de la micro-entreprise jusqu'à 72 600 € de chiffre d'affaires. Au-delà de ça, on passe sur le régime de la déclaration contrôlée, qui est lui aussi beaucoup plus complexe. Donc, encore une fois, moi, ma reco, c'est vous allez au plus simple pour vous. On va également aborder les deux types d'imposition en France, l'imposition sur le revenu que vous devez connaître et l'imposition sur les sociétés. Donc, si vous n'avez pas du tout l'habitude de tout ça, de tout ce jargon, ça peut sembler un peu flou parce qu'on est un peu tous pareils, on a envie de faire du shiatsu avant tout. Mais je vous rassure, c'est vraiment les bases j'ai fait cette formation en ayant justement conscience que je ne parle pas des experts, mais c'est très, très important que vous ayez ces bases-là pour construire votre activité. Donc, dans la deuxième partie, on va parler des aspects administratifs et sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on lance son activité? Donc, quelles sont les déclarations obligatoires à faire au démarrage et tout au long de notre activité? Ensuite, on va étudier le régime social du travailleur indépendant. Donc, quels sont nos droits, quelles sont nos obligations? Quelles sont les contributions sociales, notamment qu'on doit donner à l'URSSAF. La protection, ensuite on va parler de la protection sociale du travailleur indépendant. La protection, le fait d'être travailleur indépendant, ça donne beaucoup de liberté, mais par contre, c'est sûr qu'il y a des aménagements à faire en termes de sécurité de l'emploi. Si on veut être pérenne, parce qu'évidemment, on a moins de protection que quand on est salarié. La quatrième partie concernera comment on protège notre activité. Donc là, on va balayer l'ensemble des assurances professionnelles obligatoires et celles facultatives, mais que l'on recommande fortement. Et enfin, on va parler de la mise en conformité. Donc, ça rejoint ce que disait Jacques tout à l'heure. Nous avons une obligation de nous mettre en conformité avec la réglementation. Quand on exerce sur site, donc quand on a un cabinet, mais aussi sur tous nos moyens de communication. Effectivement, on se doit d'être absolument en règle déjà avec la déontologie de notre profession et ensuite avec la réglementation en cours. Dans la partie 3, nous allons aborder les aspects économiques et comptables de votre activité. Donc là, on va rebalayer l'ensemble des aides à la création d'entreprise. Donc comme je vous disais tout à l'heure, à la fois les aides financières d'État et les aides d'accompagnement à la création d'entreprise. Dans une deuxième partie, on verra le financement, donc le plan de financement. Comme je vous disais, c'est primordial d'évaluer vos besoins en comparaison avec vos ressources. On va parler d'un terme très important en comptabilité qui s'appelle le besoin en fonds de roulement. Vous verrez, c'est très simple. On va aborder également les sources de financement, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, comment je finance mon projet. Et ensuite, on va parler du budget annuel de trésorerie. Donc, le plan de financement et le budget annuel de trésorerie, ce sont vraiment deux outils indispensables et très basiques. Vous n'avez pas besoin d'un comptable au départ pour faire ça. Ce sont vraiment les deux outils de base pour gérer au quotidien et annuellement votre activité. Je bois juste un petit peu. Ensuite, donc là, on a fini sur la première grosse partie. Pardon, non, j'ai oublié la dernière partie, sur les aspects économiques et comptables. Donc là, on va rebalayer les obligations comptables quand on est en micro-entreprise, quand on est sous le régime de la déclaration contrôlée. On va aborder le régime réel, comme je vous disais, pour que vous ayez l'ensemble des informations, même si a priori, dans nos professions, nous ne sommes pas concernés. Donc, obligation comptable, ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit tenir comme registre, en gros, pour parler de notre activité et la suivre au quotidien.
Et deux autres points très importants, nous allons parler du contrat. À quoi est-ce qu'il sert le contrat et qu'est-ce qu'il contient? C'est très très important à l'heure de faire des contrats avec vos clients. Il y a ce qu'on appelle des obligations contractuelles. Voilà, il y a beaucoup de gens qui oublient un petit peu ça, mais ça vous protège et c'est un gage aussi de, comment dire, de solidité, de fiabilité aussi de votre activité. Enfin, donc la facturation. Donc là, on va parler des factures et des devis. Donc, il est obligatoire de faire une facture au-delà de 25 € de facturation. Et les factures, tout comme les devis, ont des obligations en termes d'écriture. Donc, voilà, c'est très important parce que c'est ce genre de choses que contrôle la DGCCRF. Et il y a des amendes, évidemment, au bout si on ne remplit pas les cases. Voilà pour la grosse première partie. Donc, grosse deuxième partie, divisée en 3 parties. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est également de se poser pour définir et créer votre identité de marque. Donc, dans cette partie-là, on va voir les différentes définitions qu'il y a autour de la marque. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que l'identité de marque? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déterminer votre personnalité professionnelle, en fait. On va faire la différence avec l'image de marque, qui est là, par contre, la perception que les gens ont de vous. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les deux soient plutôt raccords. On va faire la différence aussi avec le branding. On va également parler de la dénomination sociale ou raison sociale, du nom commercial, du mot enseigne, qu'est-ce que c'est qu'une enseigne, et du nom de domaine. D'accord ? Donc ça, c'est des choses, pareil, très importantes à savoir au moment de la création de votre identité. Ensuite, on va aborder les enjeux. Donc voilà, c'est pareil, on constate quand même statistiquement qu'il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas à ça. À qui ils sont, quelle est leur personnalité professionnelle et qui du coup oublient les enjeux. Dans les enjeux, il y a par exemple une chose très importante, c'est votre légitimité et la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre ce que vous êtes et ce que vous vendez, même si c'est une prestation de service. Donc, c'est très important de réfléchir à ce concept d'identité de marque en amont. Et donc, on va aller dans le détail après de l'identité de marque, comment on la construit, donc quels sont les caractères visuels. Donc là, on va balayer l'ensemble des chartes graphiques. Vous allez voir qu'en fonction d'une typographie, en fonction de forme, de logo, de couleur que vous allez utiliser, vous n'allez pas transmettre la même identité de marque. Et donc, c'est la même chose pour les caractères non visuels. Dans votre personnalité professionnelle, il y a une histoire, il y a un message. Donc là, c'est pareil. C'est des choses à travailler pour que vous soyez cohérent quand vous rentrez sur le marché. Donc là, je vous fais un petit résumé. En fait, c'est très important en fait de mettre en regard qui vous êtes avec ce que vous vendez et de faire en sorte que ça soit bien une réponse à un besoin client. Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir une idée géniale et vous dire oui, bah voilà, ça va être facile à transmettre, ça va être facile à vendre. Et puis en fait, vous n'aurez pas vous serez complètement planté dans votre cible. Ou en tout cas, vous n'aurez pas répondu à un besoin client. Donc, une fois qu'on a déterminé notre identité de marque, on va la décliner sur tout un tas d'outils de communication et d'actions de communication. Donc, pour ça, on va aborder les différences entre la communication et le marketing. Et on va beaucoup insister sur les différents supports que vous pouvez créer, vous pouvez utiliser. Donc, il y a les supports médias. Donc, pour faire simple, je les ai remis ici, la presse, la radio, la télévision. Ce sont des médias d'abord qui coûtent assez cher, pour lesquels vous balayez une audience assez large, mais pas du tout ciblée. Et ça, donc vous développez votre notoriété, mais ce n'est pas avec ça que vous allez ramener du monde en cabinet, par exemple. Par contre, avec les supports hors médias, donc là, c'est sûr, vous touchez un petit peu moins de monde, mais c'est beaucoup plus ciblé. Donc là, on va retrouver tous les supports papier classiques que vous devez connaître déjà, comme la carte de visite, le flyer, les totems, etc. On balaye l'ensemble de ces outils-là. Quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients.
Et on va également développer la grosse partie des outils numériques qui aujourd'hui sont indispensables, donc comme le site web, comme la présence sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil. Si vous n'avez pas d'affinité avec ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont très compétents pour le faire pour vous. Par contre, c'est très important de savoir comment ça fonctionne. Et vous verrez, il y a quand même moyen de beaucoup s'amuser avec tout ça. Ensuite, on va parler donc de stratégie de communication parce que voilà, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sans avoir un minimum réfléchi à ce que vous allez développer comme outil, comme action et dans quel timing vous allez le faire. Et donc, ensuite, on va aussi parler des analyses, de l'analyse statistique. Donc là, c'est pareil. Par exemple, avec un site web, aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir avoir les retours statistiques. Avec mon blog, par exemple, moi, ça me permet de savoir combien de personnes je touche par jour, sur quel support ils se connectent, où est-ce qu'ils habitent, donc est-ce qu'ils peuvent potentiellement venir dans ma zone de chalandise. Voilà, donc tout ça, ça permet de justement affiner votre clientèle. Et donc, ce qui nous amène sur la dernière partie 6, donc la relation client. Donc, dans cette partie, j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, encore une fois, votre idée peut être géniale. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, on va beaucoup parler du parcours client. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'une personne devienne un client, il est d'abord un contact. D'accord ? Et donc, entre ces deux extrêmes, entre le contact et le client, il y a différentes étapes. Donc, vous n'allez pas vous adresser de la même façon à un contact qu'à un client qui est déjà venu, par exemple, plusieurs fois chez vous. Donc, on va parler de ça, du parcours client, comment on s'adresse aux personnes avec qui on est en lien professionnel. On va parler des différentes approches des clients. Donc, justement, l'approche, peut-être pour ceux qui connaissent, vous en avez entendu parler, approche multicanal, approche omnicanal. Et on va donc parler aussi de l'argumentaire de vente. C'est-à-dire que comment est-ce que vous vendez, même si on est sur de la prestation de service, il y a une façon de parler de soi, il y a une façon de parler de son activité pour donner envie aux gens de travailler avec nous. On va donc aborder 2 concepts fondamentaux dans la relation client. C'est la captation, donc qui va exiger de bien connaître votre marché, donc à la fois votre cible et vos concurrents. Et donc, quels sont les outils et les actions qu'on met en place pour capter des clients. Ensuite, on va parler de la fidélisation. Donc là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à transformer quelqu'un qui était un contact en client et surtout comment on le fidélise. Donc, on va parler de stratégie de fidélisation. Donc, en gros, il y a 2 façons de faire où vous décidez de voir beaucoup de monde, mais une seule fois, pour un montant de chiffre d'affaires X à la fin de l'année, ou vous décidez d'en avoir un peu moins, mais vous les voyez beaucoup plus souvent. D'accord ? Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Tout dépend, encore une fois, de vos objectifs déterminés à la base dans votre business plan et de votre stratégie. Et donc, pour terminer, nous parlerons de la gestion de la relation client, parce que voilà, on les a, ces clients, c'est bien. Aujourd'hui, on a des super outils informatiques pour le faire. Et donc, ça nous permet de nouveau d'avoir une analyse plus fine de notre type de clientèle et donc de savoir où on va. Parce que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes spécialisé sur le shiatsu maternité, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas ce genre de clientèle qui vient à vous parce que vous développez d'autres choses et vous intéressez d'autres personnes. Donc, voilà. Moi, je vous le recommande vraiment, ça, d'être intéressé par ça parce qu'on a de très bonnes surprises et ça permet du coup de toucher des gens auxquels on n'aurait pas forcément pensé et avec qui finalement après on entretient une relation aussi professionnelle très, très constructive. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation de la formation. Donc j'aurai 3 mots, 3 phrases pour conclure. Donc soyez stratège, ce n'est pas un gros mot, ça va même vous sauver la mise, croyez-moi. Voilà, plus vous allez planifier, penser, réfléchir, poser les choses à l'avance, plus vous allez, moins vous allez avoir de surprises. J'aurais envie de vous dire aussi de croire en vous.
Il y a plein de gens qui réussissent, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour vous. Et surtout, amusez-vous. Voilà, have fun, parce que voilà, ça, c'est sûr. Il y a des moments, c'est peut-être un peu pénible de construire tout ça, mais franchement, c'est aussi très, j'ai envie de dire, jouissif parce que ben, voilà, c'est votre bébé, hein, finalement. Moi, je l'ai monté il y a 4 ans. Aujourd'hui, voilà, il est encore en développement, mais voilà, je suis contente parce que ben, ce que j'avais objectivé se passe. J'ai même d'autres surprises, d'autres choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Et voilà. Et l'idée étant bah, d'être pérenne et de quand même s'amuser dans ce qu'on aime faire. Voilà, ben c'est fini pour moi. Je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu longue. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà, merci à tous, toutes et à tous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Ok. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Alors, qui es-tu? Alors, je suis Isabelle et je suis étudiante en 2e année de Shiatsu avec Jacques. Ouais. Ma question par rapport à cette formation, c'est combien d'heures, de combien d'heures elle est constituée, comment elle va se dérouler, voir un petit peu Oui, alors donc normalement elle est déjà en ligne donc sur le site de l'IFSDA, donc la plateforme de formation. Donc c'est une formation en e-learning. Donc vous avez tous les modules que je vous ai présentés sont déjà disponibles. Ça correspond à 28 heures de formation. Donc chaque partie, c'est entre 4 et 5 heures pour chaque partie. Et vous validez ça avec un quiz final. Et pour valider la formation, alors je ne sais pas si ça a été mis à jour, mais c'était marqué 14 sur 20, mais c'est 12 sur 20 pour valider la formation. Voilà, et donc vous avez 6 mois pour faire la formation, à partir du moment où vous inscrivez. Et voilà, après c'est en accès libre, donc vous la faites au rythme que vous voulez. D'accord, parce que j'ai regardé vite fait pendant que vous faisiez votre présentation, je ne l'ai pas vue sur Internet, mais j'ai peut-être pas bien Si, elle y est. Cherché. C'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, normalement, tu as le lien dans la newsletter là, que Mireille a envoyée. Oui, mais les élèves ne reçoivent pas la newsletter. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Oui, alors là, bah, du coup, Isabelle, je sais pas trop comment tu peux y accéder, toi, d'où tu es. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, je tombe là, mettre le lien dessus un jour. Non, merci. Je t'en prie. Ce que je peux peut-être faire, c'est renvoyer. Je vais renvoyer ça là. Je le renvoie à tout le monde dans la partie de la conversation Zoom. Voilà, donc Isabelle, oui, tu peux le lien, oui. Merci. Alors, il y a une question de Lydie. Quel support de communication vous apporte le plus de clients? Alors, je dirais que ça a évolué dans le temps. Donc, au départ, c'était beaucoup plus le bouche à oreille. Clairement, hein, ça, c'est un outil de communication. Aujourd'hui, c'est le référencement Google. Clairement, c'est mon blog, ce sont les avis Google qui permettent aujourd'hui, quand vous tapez Shiatsu Nancy, on est quelques-uns déjà, mais j'apparais dans les premiers résultats parce que mon blog est très bien référencé et parce que j'ai des avis clients. Voilà pour Lydie. Oui, c'est Jean, j'ai une question. Oui, Jean, bonjour. Oui, bonjour, merci pour ton exposé. J'ai une question, là on parlait de chiffre d'affaires tout à l'heure, c'est toi qui en parlais. Oui. Et donc dans le chiffre d'affaires, on met un montant. Et toi, pour ta formation, quel est le montant?
le prix de la formation. Ah, c'est 180. Si je dis Voilà. pas de bêtises, c'est 180 euros. D'accord, merci Ludivine. En prison. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et excusez-moi, Oui. vous avez mis combien de temps pour avoir la stabilité de votre travail de Shiatsu? C'est à peu près combien d'années pour avoir les clients stables, le revenu stable, c'est ça, pour obtenir? Alors, moi, je rentre assez dans les statistiques, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir, on va dire, je ne suis pas encore à mon objectif, hein, moi, je ne l'ai pas encore atteint, mais je suis en croissance constante depuis la création. Je dirais que ça a commencé clairement à se dessiner au bout de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi. 2 ans et demi. On était en plein Covid. Hein. Voilà. Après, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, mes objectifs ne seront peut-être pas les vôtres. Donc, par exemple, je vais vous donner un chiffre qui est important. Moi, aujourd'hui, je suis à presque 30 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 4 ans d'activité. La moyenne des auto-entrepreneurs, c'est 15 000. D'accord ? Au bout de 5 ans d'activité. Il faut savoir qu'en net, ça fait à peu près 800 euros mensuels, enfin 800 euros net mensuels quand on a 15 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je suis. Vous voyez, c'est fait exprès. Comment? Non, c'est pas C'est fait exprès, si. De quoi, tu dis? J'ai pas entendu. Voilà, donc ça vous donne une idée. Pour certains, d'être stable, c'est ça, c'est d'avoir 800 euros net par mois. Tout dépend des objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Mais ça, c'est important d'avoir conscience de ça. Ça prend beaucoup de temps de construire sa clientèle parce qu'au départ, vous allez passer beaucoup de temps à démarcher et vous n'allez pas tout de suite avoir les retours. C'est-à-dire que ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le récolter dans 2 ans à peu près. Il faut le savoir. Il faut 2 ans, c'est ça pour... Minimum. Donc, c'est pour ça, j'insiste beaucoup dans la formation, c'est important d'assurer vos arrières financièrement parlant. D'accord ? Si vous vous lancez là-dedans, que vous n'avez pas de source de revenus complémentaire, enfin, je veux dire, en attendant de pouvoir en vivre, clairement, je vous le dis, c'est casse-gueule. Donc, c'est très important. En tout cas, c'est vraiment le message que moi, je donne dans cette formation. Assurez vos arrières. Assurez vos arrières financièrement au moment de vous lancer. Donc, faites un business plan, écrivez votre plan de financement, c'est vital. Vraiment, hein, c'est vital. Moi, ce chiffre d'affaires-là, je me suis dépensée à 300%, si ce n'est pas plus, les 2 premières années pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. Maintenant, je n'ai plus beaucoup de démarchage à faire. Les gens viennent tout seuls. Parce que le bouche à oreille fonctionne très bien, les avis Google fonctionnent bien, le blog fonctionne bien. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux un petit peu lever le pied. J'ai moins à aller chercher le client. Non, maintenant, c'est les clients viennent chez vous automatiquement, c'est ça. Vous ne faites pas de membership, vous ne faites pas de publicité, c'est ça. J'en ai moins à faire. J'en fais toujours parce que mon blog est actif. Alors, je ne publie pas autant que j'aimerais. Mais, hop, je vais enlever le partage, mettre le partage en pause. Mince, comment je fais pour enlever le partage? Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, c'est d'ailleurs que j'ai moins à aller le chercher, mais c'est permanent, si vous voulez. C'est comme quand vous faites un sport. J'aime pas parler de performance parce que là, on n'est pas là pour parler de performance dans nos activités, mais c'est quand même un petit peu ça dans la mesure où vous créez une activité. C'est quand même pour la voir fleurir, c'est quand même c'est votre bébé comme je disais tout à l'heure, donc vous avez envie que ça marche, vous avez envie d'avoir des gens, vous avez envie de faire du bien. Si vous faites du shiatsu, c'est que vous avez envie d'accompagner des gens. Donc voilà, c'est important de ne négliger aucun outil de communication, aucun média plutôt. Il faut juste bien cibler dès le départ. D'accord. Donc, vous faites de moins en moins des efforts pour attirer les clients, c'est ça. Les clients viennent, n'est-ce pas, c'est ça. Augmente de plus en plus automatiquement, c'est ça. C'est ça. Et pour en arriver là, c'est-à-dire que pour que la tendance bouche à oreille, site internet s'inverse, il m'a fallu 2 ans et demi.
Ah, d'accord. Sachant que moi, j'ai la formation en web marketing, j'ai la formation en blogging, donc j'ai construit mon site, mon blog toute seule. J'ai fait toute la partie référencement toute seule, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Après, vous pouvez passer par ce qu'on appelle du référencement payant, qui donc bah là c'est un peu plus rapide, mais ça vous coûte plus d'argent. Moi, c'était mon choix de le faire toute seule parce que j'aime bien. Et, Mais ça marche du coup. Aujourd'hui, j'en récolte les fruits, ça marche super bien. et donc, vous êtes tous sur vous avez votre propre cabinet, c'est ça. Vous êtes tous sur vous avez Ouais, votre c'est propre ça. cabinet et vous Voilà. n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'au chez clients, c'est ça. Les clients viennent chez vous, c'est ça. Oui, moi, mon parti pris dès le départ, j'ai choisi de ne pas faire de domicile, par exemple. Ah, c'est J'ai ça. reçu les gens que en cabinet. Ça, c'est moi personnellement parce que c'est plus neutre. Un cabinet, c'est neutre pour moi. Donc, voilà, c'est un choix. Je sais qu'il y a des gens dans le shiatsu qui vont à domicile. Voilà, je fais quelques interventions en entreprise ou à l'hôpital. Voilà, mais c'est vrai que mon lieu de travail, c'est le cabinet. Ah, et donc, vous êtes tous, vous n'avez pas d'assistant, c'est ça. Vous faites toutes les activités tous, c'est ça. Ouais, je fais toute la partie comptable, enfin, je fais moi-même ma comptabilité parce que pour le moment, ça, j'en ai pas parlé, mais dans la formation, bien sûr, c'est détaillé. Avant de facturer la TVA, d'accord, avant de payer la TVA, il faut que vous ayez 34 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, autant vous dire qu'il va passer un petit peu de temps. À partir du moment où vous facturez la TVA, vos cotisations à l'URSSAF passent de 22% à 40% à peu près. D'accord. Donc là, puis il y a d'autres obligations, d'autres démarches administratives à faire. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire appel à un comptable. Mais il faut voir si, à partir de ce moment-là, comme vous déduisez aussi vos charges, il faut vous mettre tout dans la balance. Est-ce que vous avez intérêt à dépasser ce chiffre d'affaires-là ou pas? Mais effectivement, moi, encore une fois, Marocco, c'est que jusqu'à ce que vous ayez 34 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Les obligations comptables en micro-entreprise, elles sont très basiques, hein. Vous pouvez le faire sur un fichier Excel, vos recettes, vos dépenses. Voilà. En plus, ça vous sert de base pour vos déclarations à l'URSSAF, que vous pouvez faire mensuellement ou trimestriellement. Voilà. Donc, mais ça prend du temps. Moi, ça me prend en gros une demi-journée par semaine. Voilà, le temps de régler ma compta, les factures, les envoyer, etc. Donc ça, je le fais toute seule. Et la publication aussi d'articles et le référencement de mon blog, donc toute la partie, oui, voilà, référencement, c'est moi qui le fais. Et là, ben, justement, si vous allez sur mon blog, vous verrez que le dernier article n'est pas très frais, mais je vais en mettre au moins un au mois de mai. Voilà, mais ça prend du temps. C'est sûr que ça prend du temps aussi. Ah, donc vous faites tout ça, c'est la comptable et la publicité, tout ça, vous faites tout sur, c'est ça. D'accord, d'accord. Et votre cabinet, c'est où? Où est-ce que vous... À Nancy. À Nancy, donc c'est à Nancy, il y a beaucoup, vous pouvez attirer beaucoup de clients. C'est plutôt au centre de la ville, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui habitent autour de vous, c'est ça. Alors moi, je suis dans Nancy, il y a à peu près 100 000 habitants. Oui. Nous sommes au moins 4. Alors, spécialiste, je suis la seule, je crois, à Nancy même, qui a le titre de spécialiste en shiatsu. Les autres sont praticiens. Voilà, on n'est pas, il y en a d'autres, hein, mais on est minimum 4, 5. Voilà, et moi je suis dans l'hypercentre de Nancy, donc c'est aussi là où je suis, c'est très accessible. C'est très accessible en transport en commun et mon cabinet est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est pareil, je reçois des personnes qui sont en fauteuil ou des bébés qui viennent en poussette. Donc, voilà, c'est important ça aussi, si vous décidez d'être en cabinet, de bien évaluer votre espace de travail. Ah, c'est ça. Donc, il y a moins de concurrence, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de praticiens de shiatsu près de chez vous, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est... Bah, il y en a une à 500 mètres de chez moi, de mon cabinet quand même. Ah, c'est ça, mais quand même. Après, il y a la concurrence indirecte. Ça, c'est important aussi, c'est pour ceux qui écoutent. Il y a la concurrence indirecte, c'est ce que moi j'appelle la concurrence indirecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des salons d'esthétique, des salons de beauté qui affichent massage shiatsu. D'accord. Donc, ça, il y en a un aussi à 500 mètres de chez moi. Donc, c'est important
pour nous, qui sommes dans une démarche différente d'accompagnement à la santé, de développer nos moyens de communication et un discours et une identité, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont en cohérence avec nos formations et la déontologie du SPS. D'accord? Parce que vous verrez, alors c'est pas du tout les mêmes clients qui vont venir chez vous parce qu'ils auront besoin et envie d'être accompagnés sur une démarche plutôt à long terme. Et ceux, effectivement, qui ne connaissent pas et qui vont se dire « Ah, bah, c'est chouette, un petit massage, hein, on m'a appuyé sur tel et tel point. » Mais ce n'est pas du tout les mêmes démarches. D'accord? Mais n'empêche, bah, c'est quand même une sorte de concurrence à prendre en compte. Donc, d'où l'idée pour nous d'être droit dans nos bottes. Eh bien, merci beaucoup, merci. J'ai posé toutes les questions, désolé. Je réponds à une question. Oui, sur est-ce que c'est utile de distribuer des flyers autour de soi? C'est une excellente question, j'en parle dans la formation. Non, c'est pas une bonne idée. Alors, enfin, c'est pas que c'est pas une bonne idée, mais je vous explique pourquoi très rapidement. Ça coûte très cher de faire éditer des flyers. Et puis, vous n'avez... Alors, les moyennes, c'est 5% de retour sur investissement. Voilà, en gros. Et donc, du coup, l'autre contrainte, c'est que c'est très difficilement mesurable. Mais on arrive quand même à avoir ce genre de statistiques. Donc, il vaut mieux avoir ça je le dis dans la formation, il vaut mieux avoir une bonne carte de visite. Et c'est pareil, une carte de visite, ça ne se laisse pas dans un magasin bio, etc. La carte de visite, pour qu'elle soit utile, c'est-à-dire pour qu'elle vous ramène du monde, il faut la donner main à la main. D'accord? Vous faites en même temps une présentation, vous vous vendez. D'accord? Vous dites, voilà, moi, je suis cette personne et je vous donne ma carte. Donc voilà, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir une carte de visite que des flyers. J'avais une question moi, par rapport au site internet. Ouais. Est-ce que c'est important pour le référencement de payer en fait est-ce que les sites gratuits sont aussi efficaces pour le référencement que quand on... C'est une bonne question. Alors non, c'est pas la même efficacité parce que non, ça c'est vraiment une recommandation très importante. Oubliez les sites de type Wix, tout ça. D'abord parce que l'architecture de Wix, elle peut s'effondrer du jour au lendemain. D'accord? Je t'en prie, Céline. Alors que des systèmes comme les plateformes OVH, par exemple, comme WordPress, plutôt WordPress, pardon, ça, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus stable, ça risque pas de s'effondrer. L'autre inconvénient dans les sites gratuits, c'est que vous êtes dépendant de la pub. D'abord, c'est votre nom, wix.com. Donc ça, pour le référencement, ça plombe le référencement. Il faut mettre des mots-clés dans votre URL. Ça j'en parle de tout ça. Hein. Et l'autre contrainte, donc, c'est que vous avez une montagne de pubs sur votre site. Et ça pollue. C'est pareil. Quand je parle du référencement dans la formation, ce qui va faire que votre site est référencé par Google, alors malheureusement, on dépend de Google, mais bon, c'est comme ça, c'est la pertinence de votre contenu. Donc, s'il y a sans arrêt des pubs, ça plante totalement votre référencement. Wix est désormais aussi fiable que WordPress. Ok, qui sait? Hello, d'accord. Bah écoute, tant mieux, je n'avais pas cette info. Merci. Oui, alors pour info, pour ceux qui s'y connaissent, moi je suis sous WordPress. Moi, la dernière stat que j'ai, hein, donc qui peut-être a changé maintenant, mais reçoit en structure un tiers des sites web mondiaux. Donc voilà, si Hello a une info par rapport à ça, je suis preneuse aussi. Voilà, disons que WordPress, vous ne prenez pas de risque. Si vous développez votre site sur WordPress, il n'y a pas de risque. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonne question, Véronique. Non, c'est hors temps de travail personnel. Il faut que tu comptes à peu près autant de travail personnel.
Oui, ça, pour répondre à Séverine, alors ça fait partie comment dire, du jeu, entre guillemets. Et tu vas voir que plus tu vas peaufiner ton argumentaire de vente, plus tu vas cibler ton discours, plus tu vas cibler tes moyens de communication, moins tu vas avoir ce genre de situation. Parce que justement, après, toi, tu vas développer par exemple, un site web sur lequel tu vas décrire ce que tu es, comment tu es. Et donc ça va te faire un premier ciblage. Moi, pour info, aujourd'hui, j'ai 90% de ma clientèle que je vois en moyenne 5 fois. D'accord. Et j'ai à peu près un petit 10% de personnes que je vois une seule fois. Donc c'est voilà. Après, mais ça s'est pas fait tout de suite comme ça, hein. Au départ, moi aussi, j'avais beaucoup de touches, donc ce qu'on appelle des leads, hein, des contacts, mais pour lesquels il n'y a pas de suite. Mais ça, c'est pareil. Dans la formation, je l'explique bien comment peaufiner, comment faire donc en entonnoir, hein, comment on cible de mieux en mieux pour diminuer ce nombre de contacts sans suite. Alors oui, alors en fait, normalement, ça fait partie des obligations de mise en conformité. On doit afficher en cabinet que ça doit être clairement écrit dans le cabinet que on remet une facture. On remet une facture. En tout cas, c'est une obligation légale de l'éditer, la facture. Donc soit moi je fais tout par informatique. Donc par informatique ou sur papier, hein, sur comment ça s'appelle, les facturiers, d'accord. Moi, je suis comme toi, je l'ai fait pour ma compta. Ensuite, je demande aux gens s'ils la veulent. S'ils la veulent, je leur envoie par mail. Et s'ils la veulent pas, de toute façon, moi, si la DGCCRF vient ou qui sais-je, qui veut contrôler ça, j'ai j'ai mon livre de recettes et de dépenses qui est bien fait et toutes les factures qui sont faites du jour J. Après, c'est important de leur demander du coup aux clients s'ils la veulent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dirais que non. Bon, Ah, si, un nouveau message. Merci. Si. Ok. Combien Merci à d'heures? tout le monde. Merci à tout le monde. Et voilà, je vous souhaite. Il y avait une question là. Combien d'heures tu pratiques par jour? Ah, alors, donc il y a d'autres questions. Ok, alors, combien d'heures par jour je pratique? Alors, il faut savoir que dans l'activité, il y a effectivement les heures de shiatsu et il y a tout le reste. D'accord? Donc là, en pratique pure, moi, il faut compter que j'ai à peu près 15 personnes par semaine, entre 12 et 15 personnes par semaine. Donc ça dépend. Il y a des jours, je vais avoir 3 personnes, 2 personnes. D'autres jours, j'en vais avoir 5, d'autres jours 6. 6, c'est le maximum. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le maximum. Voilà, parce que mine de rien, c'est assez exigeant quand même, c'est assez physique ce qu'on fait. Donc voilà, à peu près comment je pratique. Est-ce que les diapos sont disponibles? Je peux, oui, je vais voir ça avec Mireille. Certaines mutuelles demandent un numéro Adélie sur la facture, tout à fait. Peut-on tout de même s'inscrire à Adélie? Non, alors à ma connaissance, non, parce qu'on n'est pas professionnel de santé. Le numéro Adélie, c'est exclusivement pour les professionnels de santé. Alors, ensuite, Christophe Léry demande, est-ce qu'on peut faire la formation dans le désordre? Oui, alors normalement, oui. Effectivement, et c'est une bonne idée de commencer d'abord par l'identité de marque, je le dis aussi dans l'introduction. Oui, c'est possible de faire dans le désordre. Merci Laetitia. Madame Ménodi, voilà, j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si au shiatsu dure combien de temps en moyenne?
Moi, j'affiche 1 heure. Parce que je fais pas de shiatsu d'une demi-heure, etc. Je fais que du shiatsu. Donc, je fais pas shiatsu sur chaise. Je fais shiatsu traditionnel. Donc, j'affiche 1 heure. Après, parce que ça sécurise aussi les gens après vont pas dire ah on a fait que 45 minutes ou je sais pas quoi. Donc, c'est affiché 1 heure. Donc, c'est minimum 1 heure. Ça peut déborder un petit peu, surtout pour la première séance en fait, parce que si la partie interrogatoire, j'aime pas ce mot, si la partie prise de contact verbale est un petit peu longue, voilà, ça peut un petit peu déborder. Mais la séance entière, c'est minimum 1 heure, et les shiatsu, en gros, c'est 40 minutes minimum. Et ça va jusqu'à 1 heure de shiatsu complet, mais voilà, il y a la différence entre shiatsu et séance. Alors, Hélène demande, le marketing en milieu rural peut être différent, en particulier le bouche à oreille est le plus porteur, en tenez-vous compte dans votre formation? Alors, la formation, encore une fois, elle est générale et elle donne des bases. Donc, en fait, on va pas, moi, je ne donne pas la différence du milieu rural, du marketing en milieu rural ou du marketing en milieu urbain. Par contre, ça, c'est à vous de l'étudier justement dans votre business plan quand vous évaluez votre marché et votre territoire d'action. Parce que là, du coup, vous allez voir, effectivement, en milieu rural, on ne fait pas la même chose qu'en milieu urbain. Mais vous allez vite voir que c'est plus facile, en fait, de se développer en milieu rural qu'en milieu urbain, si tant est que vous communiquez de la bonne façon et surtout vous vous montrez. En milieu rural, par exemple, moi, de l'expérience que j'ai et des échanges que je fais avec d'autres personnes, en milieu rural, les gens vont plus venir à vous s'ils vous connaissent physiquement. En milieu urbain, ils vont pas forcément avoir besoin de ça. Ils vont tout de suite sur Internet, ils ont besoin d'une séance de shiatsu, etc. Moi, je sais que j'ai un certain nombre de demandes le jour même. Moi, c'est des choses que la plupart du temps, je refuse d'abord parce que j'ai pas le temps. Et pour info, moi, je ne fais aucune prise de rendez-vous Internet. Toutes mes prises de rendez-vous se font par téléphone. Ça, c'est un choix parce que je veux savoir justement qui je reçois. Et jusqu'à présent, ça m'a sauvé la mise quand même sur des personnes un peu douteuses. Donc voilà, je cible aussi à ce moment-là qui j'ai envie de recevoir, avec qui j'ai envie de travailler. Une shiatsu, alors moi, donc je suis en, comment on appelle ça? Je suis pas mince, je suis pas à Paris, j'arrive plus à trouver des mots. En province, voilà, merci. Voilà. Donc en province, nous ici, la moyenne, c'est 60 €. Moi, je suis à 58. La moyenne ici, 1 heure, c'est 60, voire 70. Voilà, mais moi, c'est un choix. C'est dans ma stratégie aussi, je suis à 58 €. Voilà. Quel outil utilisez-vous pour la réservation des séances? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, les gens me contactent à 95% par téléphone. Il y a 5% de personnes qui m'envoient un mail pour me demander soit des infos, soit une prise de rendez-vous. Et donc là, je les renvoie sur mon téléphone et la réservation se fait par téléphone pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Encore une fois, c'est mon choix personnel de bien cibler, de bien connaître la personne avant de la recevoir. Voilà. Mais sinon, pour répondre à Nicolas, il y a plein d'outils, de plateformes de type, c'est pas Doctolib, mais le SPS a des accords aussi. Dites-moi si je me trompe, Jacques, mais le SPS a des accords avec des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Mais ça c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Alors, je discute longtemps au téléphone pour la prise de rendez-vous. Ça dépend. Ça, c'est pareil. Vous le verrez, je l'aborde dans la formation. Plus vous allez vous présenter, plus vous allez expliquer comment vous travaillez. Moi, j'explique comment je travaille.
C'est-à-dire que j'explique comment se passe une séance, j'explique quel suivi client je fais après. Plus vous allez être fin dans votre description, plus vous allez capter la personne. Donc, en général, je dirais c'est entre 5 et 10 minutes, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et puis, voilà, ça c'est des moyennes, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais en moyenne, c'est 10 minutes. Ce qui est assez long, hein, mais encore une fois, ça permet de vraiment mettre la personne en confiance et au moins elle sait pourquoi elle vient et elle n'est pas déçue. Et le fait de faire ça, moi, ça m'assure, comme je disais, à 90%, le fait que la personne va revenir. Donc tout ça, c'est abordé dans la formation. Comment faites-vous votre approche avec les entreprises? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais y revenir. Alors, moi, ça, c'est pareil. Dans mes objectifs, je n'ai pas l'objectif de développer les entreprises. Mon objectif à moi, professionnel, c'est le cabinet. Donc, c'est les séances individuelles. Je l'ai beaucoup fait au début, les entreprises. Donc, là, c'est pareil. C'est important de faire fonctionner votre réseau. J'en parle aussi, ça, dans la formation. Hein. Faire fonctionner votre réseau. Tous les gens que vous connaissez qui peuvent avoir des touches dans les entreprises, participer à des salons professionnels, ça aussi c'est très important. Voilà, où là vous tombez dans des gens comme vous qui travaillent en entreprise, dans le bien-être ou dans d'autres métiers. Voilà, d'envoyer des mails. C'est pas suffisant. C'est encore une fois là, dans les premiers contacts pour les entreprises, c'est de voir les gens, de parler avec eux. Les entreprises ou les communautés, les collectivités locales. Moi, j'ai travaillé avec la mairie de ma ville. Voilà, c'est par connaissance. Je les ai rencontrés, on a discuté. Donc, voilà, c'est se montrer, être visible, qui va quand même faire que les gens vont vous faire confiance et puis vous intégrer dans leur entreprise. Que pensez-vous du fait d'envoyer un petit questionnaire avant la séance pour ensuite développer certains points? Oui, Séverine, j'y ai pensé aussi. Après, je sais que mon ostéopathe a fait ça pendant le Covid. Ça m'a un peu refroidi. Donc, moi, personnellement, je préfère demander par téléphone parce que ça, vous savez comment c'est hein, dans la façon de recevoir nos clients, nos jouchas. On analyse aussi le timbre de la voix, le débit de la voix, etc. Donc, ça me permet déjà de faire connaissance comme ça. Et après, je pose des questions claires, notamment sur les contre-indications, voilà, avant qu'ils viennent. Donc, ça permet quand même c'est pareil, de savoir à qui on a affaire. Mais on peut, oui, envoyer des questionnaires, ça c'est sûr. Par contre, le questionnaire, j'en parle aussi dans la formation, c'est bien de le faire à la fin des séances. Soit vous faites vous un retour en disant ça fait partie de votre suivi client, vous les recontactez, comment vous allez, est-ce que vous avez eu des effets après la séance, etc. Ou vous pouvez faire un questionnaire de satisfaction. Ça c'est très important, il y a très peu de gens qui le font. Mais le questionnaire entre guillemets de satisfaction, ça vous permet vous aussi d'évoluer et d'être au plus proche des besoins de vos clients. Parce que, encore une fois, répondre aux besoins clients, c'est quand même votre priorité. Mon cabinet est-il partagé? Oui, alors je travaille avec deux. En fait, c'est un cabinet dans lequel il y a trois espaces individuels. Et on a une quatrième salle, en fait, qui est une salle commune. Donc, moi, je donne des cours de Douyin, donc je fais les cours dans cet espace. Donc, oui, nous sommes 3. Et en rez-de-chaussée, donc on peut accueillir les PMR. C'est important aussi de le prendre en compte. Ah, merci Lydie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore peut-être une ou deux minutes. Quelle est votre cible? Bonne question. Alors moi, en plus du cursus classique en école, j'ai fait une spécialisation donc, de ce senteur en plus avec Suzanne Yates, donc sur le shiatsu maternité.
Donc moi, par contre, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Moi, ma cible, elle est, en fait, j'ai plusieurs cibles. Donc, je travaille sur des femmes enceintes, donc de la conception à l'âge adulte. On va dire, mon plus vieux client a 88 ans et il vient pour des problèmes d'arthrose. Et mon plus jeune client a 1 an. Et il venait pour un problème de RGO et de syndrome de stress post-traumatique. Voilà, donc en fait, c'est très large. Ma cible est très large. Moi, ma cible, elle était au départ, elle était plutôt de délimiter une certaine zone géographique. Après, moi, bien que j'ai cette spécialisation sur la maternité, je ne veux pas faire que ça. Je ne veux pas travailler que sur les femmes enceintes ou que sur les bébés. J'aime travailler sur tout type, en fait, tout type de problématiques. Après, voilà, j'ai des problématiques qui sont plus récurrentes, ça c'est sûr. Mais globalement, je travaille, alors, pas de cible, mais disons que je travaille avec tout type de personnes, de tout âge, de tout sexe, et avec des problématiques très, très différentes. Mais ça, voilà, ça c'est mon choix aussi, hein. Alors, non, je ne travaille pas du tout sur table. Ça aussi, c'est un choix que je mets en avant. Je travaille vraiment de façon traditionnelle, exclusivement sur futon. Pour la petite histoire, je fais aussi de l'aïkido et dans la projection du hara, dans les appuis, je n'arrive pas à travailler sur chaise, donc sur table. Donc, je pense qu'à un moment donné, je devrais peut-être le faire pour préserver mes genoux, mais j'ai travaillé sur table, mais je n'ai pas du tout déjà les mêmes ressentis. Et les personnes sur qui j'ai travaillé sur table, sur qui j'avais aussi travaillé sur futon, préfèrent le futon. Donc, voilà, c'est deux approches différentes. Là aussi, c'est à vous de voir dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise par rapport à ce que vous êtes et par rapport à quel type de shiatsu vous voulez pratiquer. Oui, Ludivine, je voulais intervenir. Alors, attends, j'essaie de mettre la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si vous allez me voir. La lumière n'est pas très bonne. Alors, je voulais juste soutenir ta formation parce que je trouve que se focaliser sur comment on développe son nom dans la région où on s'est installé est vraiment très, très important. Moi, par expérience, hein, j'ai une pratique qui est très dynamique. Tout ce que tu as dit, je le retrouve dans mon parcours de ce que j'ai fait. Et je dirais que même si, par exemple, on n'a pas beaucoup de clients au début, c'est important de consacrer ce temps libre pour se focaliser justement sur tout ce qui est marketing, enfin, développement de son activité dans sa région. Et le shiatsu, c'est très porteur parce que c'est efficace et ça peut aller très vite. Hein. D'avoir une bonne activité en 2 ans, 2-3 ans, c'est extraordinaire. Donc, j'encourage vraiment les jeunes qui s'installent à se former, à connaître les clés de l'installation et ils auront des pratiques qui seront vraiment formidables. Merci, Ludivine. Ah, merci à toi, Hélène, pour ce retour. Oui, ben voilà. Et moi, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai vraiment aussi envie de vous dire, vraiment, c'est important quand je disais de croire en vous. Parce que là, je vous présente le truc. Ma maison, elle est finie. Hein, vous voyez, elle fonctionne bien. Mais je suis passée par des moments très difficiles. Pas spécialement de doute, mais de me dire, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, je crois à mon activité et mon Dieu, les clients se tardent à venir. Et puis du jour au lendemain, ça s'est débloqué, puis ça a été en cascade. Donc, encore une fois, l'image que je vous ai présentée au départ de la montagne avec le petit drapeau rouge au bout, ça, c'est votre ligne directrice. Si vous avez toujours l'objectif en tête, ça va vous motiver, ça va vous permettre de vous relever quand vous en avez un peu marre. Bon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça parce que c'est dans mon travail aussi précédent. Voilà, j'ai toujours l'objectif en tête et ça redonne du peps dans les moments un petit peu difficiles. Et aussi très important, se soutenir avec d'autres, avec des collègues, avec des gens que vous connaissez. Travailler tout seul, c'est une chose, mais c'est important d'avoir des soutiens.
hein, parce que oui, c'est difficile les premières années. Faut pas se leurrer, c'est difficile, mais c'est bien pour ça qu'on a mis en place cette formation. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tout ça. Et on peut s'en sortir, hein, je veux dire, sans être expert du marketing ou de la compta, avec les bases là qu'on vous propose, voilà, c'est déjà bien. Alors après, c'est sûr, vous aurez peut-être besoin de faire appel à, je sais pas, un graphiste, à un développeur. N'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas vous-même parce que ça va vous décourager, vous allez passer un temps fou et puis vous n'allez pas faire du shiatsu alors que c'est ça que vous aimez faire. Donc voilà, moi je dirais oui, croyez en vous et puis et prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Merci Sandra. Isabelle, pensez-vous que déménager égale oui. Oui. Alors, moi, pour la petite histoire, je ne suis pas de la région nancéenne du tout. J'ai refusé de partir. J'ai refusé de déménager enfin, c'est pas la raison, mais je veux dire, pendant un temps, je voulais retourner dans ma région d'origine, la région lyonnaise. Et j'ai dit non, parce que je vais devoir tout recommencer à zéro. Précisément parce que le métier qu'on fait, c'est un métier de contact. On ne fait pas du shiatsu par Internet. On ne fait pas du shiatsu à distance. Donc, il faut voir les gens. Donc, reconstruire un réseau, déjà un réseau tout court, un réseau de partenaires, un réseau, voilà, se faire connaître. C'est comme dans la vie personnelle, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, personnellement, j'ai pas envie. Ça peut se faire, mais j'ai pas du tout envie maintenant que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre tout ça en place et que ça va bien. Voilà, je vais à un moment donné aussi profiter du fait de pouvoir lever le pied, de écrire plus de choses sur mon blog, du coup, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Merci Sandrine, merci Sylvie, merci Isabelle, merci Grégoire, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci à tout. Merci tout le monde. Bon, je pense que... Question. Ouais. Merci à vous toutes, à tous pour vos retours. Et voilà, je suis contente que ça vous ait apporté de la motivation, j'espère en tout cas. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un peu plus en détail sur le site de l'IFSDA. La formation est en ligne. Voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Ludivine, pour ta présentation. Merci à vous. Merci au Merci, SPF. Ludivine. Merci, Jean. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.